Ils avaient réussi à imposer leur empreinte sur un territoire immense, à dominer les montagnes les plus hostiles de la cordillère des Andes, à s'installer dans les forêts les plus denses d'Amazonie et à soumettre par les armes des dizaines de peuples d'Amérique du Sud. Les Incas. Une civilisation dotée de richesses gigantesques, où l'or était tellement abondant que l'Empire Inca a fait naître le mythe de l'Eldorado et des mystérieuses cités d'or. Les Incas auraient régné sur une population de 10 à 14 millions d'habitants. C'était le plus grand empire des Amériques précolombiennes, plus grand encore que celui des Aztèques. Quand ils conquéraient un nouveau peuple, ils imposaient leur mode de vie, leur religion, leur architecture, l'ensemble de leur culture. Pourtant, 80 ans après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, les Incas vont totalement disparaître. 5 siècles plus tard, seuls les vestiges de leur construction gigantesque témoignent de leur prestigieux empire et leur chute a fait l'objet de nombreuses théories. Les chroniques racontent que les conquistadors ont massacré les Incas coincés sur la place, alors qu'ils étaient moins de 200 et qu'ils avaient face à eux plusieurs milliers d'Incas. Comment une civilisation aussi avancée a pu être détruite en si peu de temps? Et qui est réellement responsable de sa disparition? La majorité des victimes sont mortes sous le coup de ces armes traditionnelles incas, comme des massues et des armes en pierre. Et pas de celles des conquistadors. Pour démêler le vrai du faux, nous avons réuni une équipe de 5 experts internationaux. Anthropologues, historiens et archéologues. Ensemble, ils ont mené l'enquête. Grâce à leurs témoignages, à des reconstitutions et à une analyse des milliers de textes qui racontent les détails de la conquête des Amériques par les colons européens, nous allons reconstituer les 80 années qui ont conduit à la disparition totale de toute une civilisation. Enquête sur l'un des mystères les plus controversés de l'histoire, la chute des Incas. « 1492. Christophe Colomb débarque dans la mer des Caraïbes. Il devient le premier Européen à découvrir ce que l'on appellera plus tard l'Amérique. Pourtant, alors que l'explorateur espagnol pense avoir découvert le Nouveau Monde, le continent est en réalité déjà occupé par de nombreuses civilisations. Elles ont chacune leur langue, leur architecture et leurs croyances. Et elles se sont installées dans différentes régions d'Amérique. Les Aztèques sont présents au centre de l'actuel Mexique. Les Mayas, eux, sont dans la péninsule du Yucatan. Mais à l'époque, la civilisation la plus importante de toutes, et sans doute celle qui a le plus marqué le territoire de son empreinte, se trouve plus au sud. La civilisation Inca. À la fin du XVe siècle, alors même que Christophe Colomb et ses hommes posent le pied en Amérique, l'Empire Inca est à son apogée. Il s'étend sur plus d'1 800 000 km². Au sud, ses frontières englobent le tiers nord de l'actuel Chili et une partie de l'Argentine. Au centre, le tiers de la Bolivie et la quasi-totalité du Pérou. Et au nord, l'Empire s'étire jusqu'à la limite que forment aujourd'hui l'Équateur et la Colombie. En fait, les Incas ne représentent qu'une petite partie de la population et ils dirigent un très grand nombre de sujets incas. Ils ont conquis et remanié les différents peuples de la cordillère des Andes selon leurs croyances. Les Incas auraient régné sur une population de 10 à 14 millions d'habitants à travers toute l'Amérique du Sud. C'était le plus grand empire des Amériques précolombiennes, plus grand encore que celui des Aztèques. À la tête de l'Empire se trouve Tupac Yupanqui, le 10e souverain de la lignée des Incas. En quechua, leur langue principale, on l'appelle le Sapa Inca, l'unique seigneur. Initié par son père, Pachacutec, l'expansion de l'Empire s'est accélérée de façon spectaculaire sous son règne. Grand guerrier et stratège redoutable, Tupac Yupanqui a soumis un à un les autres peuples de la région.
Quand ils conquéraient un nouveau peuple, ils imposaient leur mode de vie, leur religion, leur architecture, l'ensemble de leur culture. Ça donne l'image d'un empire uniforme qui exerce un contrôle total et absolu sur ses nombreux sujets. Selon la légende, les premiers Incas sont les descendants d'Inti, le dieu du soleil. C'est pour ça qu'on les appelait les fils du soleil. Inti leur aurait confié un bâton en or censé s'enfoncer dans le sol, le jour où ils trouveraient des terres fertiles où s'installer. Et ceci se serait produit dans la vallée de Cusco, où ils ont bâti les bases de leur civilisation. La famille royale Inca s'est positionnée comme étant l'intermédiaire indispensable entre les humains et les forces de la nature divine qu'ils vénéraient. L'empereur régnait sur une société monarchique très hiérarchisée. Témoins de leur domination sur toute la région, les villes Incas, dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui, prouvent à quel point à l'époque, cette civilisation maîtrise déjà l'art de la construction. Déserts, forêts ou montagnes. Les Incas parviennent à dompter les lieux les plus hostiles. Ils construisent d'innombrables terrasses pour cultiver la terre sur les pentes les plus abruptes de la cordillère des Andes. Symbole de leur ingéniosité, le Machu Picchu, cité perchée à plus de 2400 mètres d'altitude et qui sert de résidence à l'empereur. Dans toute la région, les Incas ont également construit un réseau de routes de plus de 40 000 km de long qui permet de relier les extrémités de leur empire à leur capitale, Cusco. Ces routes permettaient aux messagers de faire circuler des informations rapidement. Si une rébellion se déclenchait, elle était immédiatement annihilée. Pourtant, alors qu'après 300 ans d'expansion, l'Empire Inca a atteint son apogée à la fin du XVe siècle, les Incas vont subitement s'effondrer. 40 ans après l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, et 9 ans à peine après l'arrivée des premiers Européens sur le territoire Inca, la capitale, Cusco, va tomber aux mains du conquistador espagnol Francisco Pizarro en 1533, et l'Empire Inca va se disloquer. Comment le plus grand empire de toute l'Amérique, doté d'une armée conquérante ayant soumis tant de peuples et de territoires, a-t-il pu sombrer aussi rapidement? Qui est vraiment responsable de la chute de cette civilisation qui disposait pourtant d'innombrables ressources et de savoir-faire hors du commun? Pour répondre à ces questions, les sources historiques principales sont les écrits rédigés par les chroniqueurs européens qui ont raconté la conquête de l'Amérique par les conquistadors. Des récits extrêmement précieux, mais que les experts ont dû prendre avec beaucoup de précautions. Certains textes affirment qu'il n'aurait suffi que de quelques centaines de conquistadors et d'une seule journée de combat pour soumettre tout le peuple inca. Ça semble vraiment impossible. Cette idée est une sorte d'héritage des siècles précédents, à l'époque où cette victoire était attribuée à la volonté divine. Et on peut aussi voir ça comme l'héritage d'une époque pendant laquelle les idéologies racistes sur la supériorité des Européens pouvaient expliquer comment si peu d'hommes pouvaient renverser tout un empire autochtone en une seule journée. Mais si l'on met de côté ces croyances religieuses et racistes, il est important de remettre ces récits en question. Est-ce réellement possible? Ou si simple? Les récits des chroniqueurs sont une source historique de premier plan pour retracer l'histoire de la conquête. Mais il est important de rester conscient qu'ils contiennent un biais évident. D'abord, ces chroniques ont été rédigées plusieurs années et même souvent plusieurs décennies après la conquête. Alors oui, certains chroniqueurs ont vécu la conquête, mais d'autres sont nés bien après. Et ils ont interviewé des descendants d'Incas et de conquistadors dans un monde déjà bien transformé par l'influence espagnole,
ce qui a forcément influencé leur récit. Ensuite, ces sources racontent l'histoire du point de vue des vainqueurs. Elles ne peuvent pas être objectives. Il se peut que les auteurs aient exagéré certains chiffres ou certaines histoires pour glorifier la conquête. Des historiens ont étudié ces récits afin de retracer l'histoire de Pizarro et des Incas. Et certains chercheurs ont trouvé d'autres témoignages, écrits plusieurs siècles plus tard, et ont recoupé les informations avec les chroniques. Grâce à toutes ces sources, ils ont reconstitué une histoire longue, terrible et fascinante. Nous sommes au début du XVIe siècle. Huayna Capac vient de monter sur le trône et il est devenu le 11e Sapa Inca. Et comme ses deux prédécesseurs, l'empereur est bien décidé à continuer à étendre son territoire. Mais Huayna Capac doit faire face à de nombreuses révoltes au sein des peuples conquis par les Incas. Ces armées sont envoyées aux quatre coins du royaume pour empêcher les résistants de reprendre le pouvoir. L'Empire s'est agrandi très vite au cours des dernières décennies. Trop vite, pour que le nouvel empereur parvienne à contrôler un territoire devenu aussi immense. La preuve avec un événement raconté par Pedro de Chiesa de León, chroniqueur espagnol du XVIe siècle, connu pour avoir écrit un ouvrage intitulé « Chronique du Pérou ». Il y raconte un événement qui s'est déroulé sur l'île de Puna, située dans l'océan Pacifique, et gouvernée alors par un souverain local du nom de Tumbala. Quand l'armée Inca est arrivée, Tumbala, le chef local, les a accueillis avec des cadeaux et il s'est tout de suite soumis pour éviter une guerre meurtrière. Mais dès que l'armée a quitté son île, il a immédiatement changé d'attitude et s'est débarrassé des Incas qui étaient restés sur place. Les chefs Incas montèrent avec leurs capitaines sur des radeaux. Alors qu'ils étaient en mer, les habitants de Puna coupèrent à leur insu les cordes qui reliaient entre eux les rondins de bois de leurs radeaux. Les pauvres Incas tombèrent à l'eau. Et les habitants de l'île les tuèrent avec une grande cruauté, à l'aide d'armes secrètes qu'ils avaient dissimulées sur eux. D'une certaine manière, Tumbala joue avec les règles des Incas pour préserver son propre pouvoir. Mais il est évident qu'il n'a jamais eu l'intention de se soumettre vraiment. Et plus l'Empire s'agrandit, plus il semble impossible pour les Incas d'être partout à la fois. L'exemple de l'île de Puna montre qu'à l'époque, l'Empire Inca est très loin d'être le royaume uniforme imaginé par l'empereur. Et c'est dans ce contexte déjà instable qu'un événement tragique va mettre encore plus à l'épreuve l'unité de l'Empire. Une mystérieuse épidémie va frapper la population. Certains récits de l'époque pensent qu'il s'agit d'une maladie importée en Amérique par les Européens. La variole. On sait que la variole a eu de terribles conséquences pour les Aztèques installés dans l'actuel Mexique. Chez les Incas, il y a eu de grandes épidémies dévastatrices documentées après la conquête espagnole à partir des années 1570. Ces peuples n'ont jamais été exposés à de telles maladies. Ils n'avaient donc aucune immunité naturelle pour s'en défendre. Mais les chroniqueurs racontent qu'elles seraient arrivées avant les conquistadors. Certains historiens suggèrent que les contacts entre les Européens et les peuples d'Amérique centrale auraient pu provoquer une épidémie dévastatrice jusque dans le sud du continent. Mais certains spécialistes, comme Robert McCaa, historien américain de la variole, sont sceptiques. Robert McCaa a étudié les rapports de 17 chroniqueurs et seulement 6 d'entre eux citent la variole. Les autres parlent simplement d'une épidémie et sont flous sur les symptômes. Un autre argument qui le fait douter, c'est que quand le premier dictionnaire quechua est publié en 1560, on n'y trouve aucun mot pour décrire la variole. Mais ce mot apparaîtra plus tard, bien après l'arrivée des Espagnols et des épidémies de variole, cette fois-ci documentées.
Il insiste également sur le fait qu'il n'y a aucune preuve archéologique de cette maladie. La variole est une maladie qui laisse des traces. Et à ce jour, aucune momie de l'époque inca n'en porte. On manque de preuves pour affirmer que cette épidémie était bien la variole. On peut facilement imaginer l'intérêt des conquistadors à promouvoir ce récit. On sait que la variole a décimé d'autres peuples, donc chaque mort de la variole avant leur arrivée signifie qu'une mort de moins est à mettre à leur crédit. Encore aujourd'hui, les experts ne peuvent pas affirmer avec certitude quelle maladie a frappé la région. Mais ce qui est sûr, c'est que l'épidémie s'est répandue au sein de la population inca et a fini par tuer l'empereur lui-même. Huayna Capac meurt alors qu'il était en pleine conquête dans le nord de son empire. Sa momie est immédiatement rapatriée à Cusco. Mais la disparition soudaine de l'empereur va avoir de terribles conséquences. Car Huayna Capac n'a pas laissé d'instructions claires pour sa succession. À Cusco, la capitale, la noblesse inca désigne Huáscar, l'un des fils de Huayna Capac, pour prendre le pouvoir. Mais à Quito, c'est son demi-frère qui va se proclamer empereur. Son nom, Atahualpa. Atahualpa est un guerrier qui a combattu aux côtés de son père lors de ses campagnes militaires. L'Empire inca se retrouve soudainement avec deux souverains à sa tête. Certains peuples soutiennent Huáscar, d'autres Atahualpa. Une guerre civile sanglante éclate entre les deux frères et leurs armées respectives. L'armée d'Atahualpa est plus petite que celle de Huáscar, mais elle est composée de vétérans de l'armée inca chargés des conquêtes au nord. Donc, leur expérience au combat est un avantage décisif contre l'armée de Huáscar, qui, elle, comprend surtout des fermiers et des éleveurs qui ne se sont jamais battus de leur vie. Selon le chroniqueur espagnol Juan de Betanzos, Huáscar ne pouvait pas faire le poids face aux qualités de guerrier de son demi-frère. Huáscar était un jeune homme qui, depuis son enfance, avait plus d'expérience avec la boisson qu'avec la guerre. Atahualpa enchaîne les victoires et ne laisse aucun répit à ceux qui ont soutenu son demi-frère. Il les combat et les punit avec une cruauté qui marque les survivants. Atahualpa fit amener devant lui 3 des principaux commandants ennemis qui avaient été capturés. Lorsqu'ils se présentèrent devant lui, il ordonna qu'on leur arrache le cœur avant de les tuer. Il dit qu'il voulait voir la couleur de leur cœur d'hommes mauvais. Atahualpa cria alors que si leurs hommes avaient un bon cœur et s'ils étaient prêts à le soutenir, alors ils devaient se lever et venir manger les mauvais cœurs de leur chef. Tous sont alors venus manger les cœurs de leur chef crus devant Atahualpa. Atahualpa pouvait être d'une extrême cruauté envers quiconque ne le soutenait pas. Exécution de masse, pillage, viol. Cette intimidation, cette terreur, oblige les leaders locaux à se soumettre et à déposer les armes. Mais cette cruauté nourrit aussi leur rancœur. Et les conséquences de ces actions s'apprêtent à se faire ressentir. L'Empire inca est de plus en plus affaibli. Après l'épidémie qui a décimé la population, les longues années de guerre civile ont fait des ravages. Les morts se sont accumulés et les peuples unis sous la bannière inca n'ont jamais été aussi divisés. Et la situation va bientôt empirer. Nous sommes en 1531. Huáscar et Atahualpa continuent de lancer de nouvelles attaques dans une guerre de position qui s'enlise. Au même moment, un homme va arriver dans la région et profiter du conflit qui oppose les deux frères. Son nom, Francisco Pizarro, l'un des plus grands conquistadors de l'histoire. Francisco Pizarro est un explorateur espagnol avide de trésors. En 1524, après avoir entendu parler de l'existence du territoire inca qui regorgerait de richesses, il a déjà lancé une première expédition depuis le Panama pour partir à sa découverte. Pendant sa première expédition, Francisco Pizarro a perdu la majorité de ses hommes à cause de la famine, des combats et des maladies. Seule une dizaine d'entre eux a débarqué sur les terres de l'Équateur et du Pérou actuel.
Là, ils ont découvert des villes impressionnantes. À l'époque, Pizarro est certain d'avoir enfin trouvé le royaume qu'il recherche. Il veut à tout prix conquérir les terres et les peuples locaux afin de créer une colonie pour l'Espagne dans ce nouveau monde. Sa troisième expédition est autorisée par le roi d'Espagne sous certaines conditions que Pizarro n'arrive pas à remplir. Mais ça lui est égal. Il décide quand même de lancer son expédition. Rien ne semble pouvoir l'arrêter dans sa quête d'or et de conquête. Janvier 1531. Pizarro et moins de 200 hommes retentent leur chance et naviguent à nouveau en direction de l'Empire Inca, prêts à se battre pour conquérir les richesses qu'ils sont convaincus de trouver dans la région. Les conquistadors sont là pour conquérir et s'enrichir rapidement. Et ils sont prêts à piller et à massacrer pour y parvenir. Ils n'hésitent pas à torturer les habitants pour obtenir des informations sur tout ce qui les aidera dans leur quête d'or et de pouvoir, ou encore à brûler des seigneurs locaux pour inspirer la terreur sur leur passage. Entre les conquistadors qui pillent les villages situés sur la côte nord du territoire et les troupes d'Atahualpa opposées à celles de Huáscar, la confusion est totale au sein de l'Empire. Mais un événement va changer la donne. Alors qu'il est stationné à côté de la ville de Cajamarca avec une partie de son armée, Atahualpa apprend que ses capitaines ont réussi à capturer Huáscar et à gagner leur combat à Cusco. La capitale de l'Empire vient de tomber entre ses mains. Il fait assassiner son demi-frère et prend enfin, seul, la tête du royaume. Il devient le 13e Sapa Inca. Mais malgré sa victoire sur son demi-frère, Atahualpa va devoir affronter un nouvel ennemi dont il ignore encore les intentions. Francisco Pizarro. Atahualpa est intrigué par ces hommes que certains sujets décrivent comme des dieux venus de la mer, des êtres qui ressemblent à des créatures hybrides, mi-hommes, mi-animaux, quand ils sont sur leurs chevaux. Mais il s'en méfie aussi. Il est au courant de leur violence, de leur cruauté et des pillages qu'ils enchaînent dans les villes qu'ils traversent. Ça, c'est plus vraisemblablement un comportement d'humain que de Dieu. 16 novembre 1532. Francisco Pizarro propose à Atahualpa d'organiser une rencontre. Compte tenu de leurs positions respectives, ils conviennent de se retrouver dans une ville située sur les hauts plateaux du nord de l'actuel Pérou. Cajamarca. Ça fait plusieurs semaines que Pizarro et Atahualpa communiquent par l'intermédiaire de messagers. Pizarro se présente comme un allié si Atahualpa ne l'attaque pas non plus. Les deux hommes prévoient de se rencontrer sur la place de la ville et ils ne seront pas armés. Atahualpa sait que les conquistadors pillent ses villes et ses sujets sur la côte. Mais il est aussi intrigué et surtout, il est confiant, il se croit supérieur. Il ne se méfie probablement pas assez. Il entre dans Cajamarca avec un cortège de quelques milliers d'hommes seulement et la majeure partie d'entre eux ne sont pas armés. Mais ce que Atahualpa n'a pas vu venir, c'est qu'en réalité, la rencontre proposée par Francisco Pizarro est un piège. Autour de la place où s'engouffre le souverain Inca et ses sujets, cachés dans les grands halls des bâtiments, les cavaliers et soldats espagnols sont armés et prêts à franchir les portes au signal de Pizarro. Quand ce dernier crie « Santiago » en l'honneur de leur saint patron, tous sortent de leur cachette à l'assaut des Incas. Les cavaliers les transperçaient avec leurs lances, et les fantassins les taillaient à l'épée sans que les Incas n'opposent la moindre résistance. Devant la soudaineté de l'attaque, et n'ayant jamais vu une chose pareille, les Indiens furent tellement choqués que, sans se défendre, et voyant le grand massacre qu'ils subissaient, ils tentèrent de s'enfuir.
Les chroniques racontent que les conquistadors ont massacré les Incas coincés sur la place, alors qu'ils étaient moins de 200 et qu'ils avaient face à eux plusieurs milliers d'Incas. Mais les conquistadors avaient plusieurs avantages. Déjà, ils ont attaqué par surprise. C'était une stratégie osée et même risquée, mais les Incas ne se méfiaient pas assez d'eux et ils ont été surpris par l'attaque. Ensuite, quand les Espagnols ont lancé les hostilités, seul le début du cortège était arrivé avec Atahualpa. Tous les hommes supposés être présents pour les protéger n'étaient pas encore là. Ils n'ont même pas eu le temps d'entrer dans la ville. Les conquistadors avaient la supériorité des armes. Les Incas n'avaient ni épée ni arme à feu, ils se battaient avec des armes de pierre et des massues. Et la plupart n'étaient même pas armés. Imaginez comme ils ont dû être surpris par le bruit et la fumée des coups de feu. C'était aussi la première fois qu'ils voyaient des chevaux qui les chargeaient. Pas étonnant qu'ils aient paniqué. Ceux qui ont pu se sont enfuis, les autres se sont fait massacrer. Au milieu de cette sanglante bataille, Francisco Pizarro capture Atahualpa. La trahison et la ruse des Espagnols ont eu raison de la naïveté et de la trop grande confiance en lui de l'empereur Inca. Plus tard, Gaspard de Marquina, présent lors de la bataille de Caramarca, préférera invoquer une assistance divine pour légitimer les actes commis ce jour-là par les conquistadors, plutôt que de raconter la terrible cruauté dont ils ont fait preuve. Nous avons saisi ce seigneur, Atahualpa, grâce à un miracle de Dieu. Nos forces n'étaient pas suffisantes pour le capturer ou pour faire ce que nous avons accompli. Mais Dieu a miraculeusement souhaité nous accorder la victoire contre Atahualpa et son armée. Pourtant, si la bataille de Caramarca est un événement clé de la conquête du pays par les colonisateurs espagnols, elle est encore très loin de signer la fin de l'Empire Inca. Ce jour-là, à Caramarca, la conquête du Pérou n'en est qu'à ses débuts. Les conquistadors sont encore loin d'avoir défait les Incas. Atahualpa est emprisonné, certes, mais son armée contrôle toujours la capitale Cusco et sa région. Et il n'a aucune intention de se soumettre aux Espagnols. En échange de sa liberté, l'empereur Inca propose à Pizarro de lui livrer une rançon faramineuse. Il a compris que les Espagnols étaient attirés par cet or qui n'a aucune valeur marchande pour les Incas. Alors il propose de remplir d'or l'immense salle où il est enfermé, à hauteur de son bras levé en l'air. Pizarro est séduit par la perspective d'un tel trésor. Pendant plus de 6 mois, des tonnes d'objets incas en or sont acheminés depuis les grandes villes de l'Empire. Conscients de leur infériorité numérique face aux armées incas, les hommes de Pizarro ne se risquent pas à sortir de la ville et attendent patiemment l'arrivée du trésor. Les objets reçus comme rançon pour la libération d'Atahualpa sont fondus les uns après les autres. Au total, plus de 6 tonnes d'or sont récupérées par les hommes de Pizarro. Aujourd'hui, cela représenterait plus de 350 millions d'euros. Et en plus de cela, ils ont aussi fondu plusieurs dizaines de milliers de pièces d'argent. C'est un trésor incroyable, certainement le plus grand que les Espagnols n'aient jamais acquis en Amérique. Les conquistadors en ont livré 20% au roi d'Espagne, comme stipulé dans leur contrat, et ils se sont partagés le reste. Atahualpa a tenu sa promesse. Mais Francisco Pizarro n'a aucune intention de relâcher l'empereur Inca qui risquerait de se venger des Espagnols. Pour s'en débarrasser, il l'accuse d'organiser secrètement une rébellion. Atahualpa est exécuté le 29 août 1533 par strangulation. Mais malgré la mort de l'empereur, les Espagnols sont toujours en forte infériorité numérique face aux armées incas. C'est là que Francisco Pizarro va à nouveau faire preuve de stratégie. Il va profiter des divisions apparues lors de la guerre civile entre Atahualpa et son frère Huáscar
pour nouer des alliances avec certains Incas. On a longtemps cru que les Espagnols avaient résisté seuls, malgré leur infériorité numérique. Mais ces dernières années, des historiens ont retrouvé des témoignages qui prouvent que les conquistadors avaient en fait de nombreux alliés locaux sans qu'ils n'auraient jamais survécu au siège. Que ce soit par rancœur envers Atahualpa, par peur des conquistadors, ou bien pour protéger leurs intérêts personnels et bénéficier des armes européennes, certains Incas et sujets Incas ont préféré s'allier aux conquistadors. Même avant la prise de Caramarca, certains chroniqueurs font des allusions à des alliances. On ne sait pas combien d'hommes cela a pu représenter, mais il y aurait même eu des non-européens aux côtés des conquistadors lorsqu'ils sont entrés dans Caramarca. Francisco Pizarro décide de s'allier à un autre fils de Huayna Capac qui avait soutenu Huáscar face à son demi-frère Atahualpa. Son nom, Manco Inca. C'est lui qui succède officiellement à Atahualpa et qui devient le nouvel empereur. Avec le successeur d'Atahualpa, les alliances prennent une nouvelle ampleur. Pizarro propose de l'aider à renverser l'armée qui règne sur la région de Cusco et qui ne reconnaît pas la souveraineté du nouvel empereur Inca. Au sein d'une immense armée Inca, composée de plusieurs milliers d'hommes et de porteurs, les quelques centaines de conquistadors partent en direction de la capitale Cusco, encore tenue par les forces fidèles à l'ancien empereur. Au fur et à mesure de leur progression au cœur du territoire, ils font face à des poches de résistance féroces qu'ils parviennent à vaincre les unes après les autres. Ils entrent dans Cusco le 15 novembre 1533, moins de 3 mois après l'exécution d'Atahualpa, aux côtés du nouvel empereur Manco Inca. Les conquistadors arrivent à Cusco en tant qu'alliés des Incas. Les Espagnols se sont servis de cette alliance pour gagner du pouvoir. Manco Inca préserve sa souveraineté dans les Andes, mais il devient un vassal du roi d'Espagne. Des alliances se font par mariage, ce qui assure à chacun une certaine protection. Même Pizarro épouse une princesse Inca. En cette fin d'année 1533, en utilisant les divisions qui faisaient rage au sein des différents peuples présents dans la région, les conquistadors espagnols ont mis la main sur l'intégralité du territoire. L'Empire Inca vient, de fait, de disparaître. L'importance jouée par les alliances entre les Espagnols et certains Incas a fait l'objet de nombreuses théories et controverses. Au début des années 2000, les archéologues péruviens Guillermo Koch et Elena Goycochea découvrent 2 cimetières précolombiens dans la banlieue de Lima. Les corps sont enterrés selon la tradition inca, en position fléchie, face au nord-est et avec de nombreuses offrandes à leur côté. Au total, 500 squelettes sont mis au jour. Guillermo Koch et Elena Goycochea ont pu estimer de quelles époques dataient ces 2 cimetières. L'un daterait de la fin de l'Empire Inca, l'autre du début de la conquête espagnole, et plus précisément du siège de Lima. Les archéologues analysent alors en laboratoire les marques de blessures retrouvées sur les squelettes du cimetière associé au siège de Lima lorsque les conquistadors ont repris la ville. Les squelettes de ce cimetière ont plus de blessures mortelles que les autres et ont reçu plus de coups. La preuve d'une augmentation de la violence avec l'arrivée des conquistadors. Certains crânes ont des marques provoquées par des armes en acier qui correspondent aux lances espagnoles. Des blessures circulaires de 15 mm de diamètre environ, accompagnées de particules de fer, sont clairement des blessures par balle infligées par les arquebuses espagnols. Ce sont les plus anciennes victimes d'armes à feu jamais découvertes en Amérique.
Mais lors des analyses, d'autres marques de blessures apparaissent sur les squelettes. Des traumatismes qui ne proviendraient pas des armes utilisées par les conquistadors. Guillermo Koch et Elena Goicoechea identifient d'autres types de fractures issues de chocs plus brutaux, qui correspondent aux armes traditionnelles incas, comme des massues et des armes en pierre. La majorité des victimes du siège de Lima sont mortes sous le coup de ces armes, et pas de celles des conquistadors. Cela montre l'importance des alliances entre les autochtones et les Espagnols. Les analyses des squelettes apportent non seulement la preuve de la violence des conquistadors, mais aussi de l'importance de leurs alliances avec certains Incas pour mener leur conquête. Après la prise de la capitale Cusco, les guerres finissent par cesser. Et l'ancien empire Inca se remet à vivre sous le contrôle total des colons espagnols. Pizarro fonde la ville de Lima, mais ses alliés restent à Cusco. Et plus les années passent, plus Manco Inca se fait humilier par ces Espagnols qui pillent ses trésors et s'approprient le fruit de ses terres sans le respecter. Quand il réalise qu'il n'est qu'un pantin pour eux, il décide de se retourner contre ses soi-disant alliés et monte secrètement une armée de plusieurs milliers d'hommes. En 1536, Manco Inca tente de reprendre le contrôle de son territoire et d'assiéger les villes de Cusco et de Lima. Mais les Espagnols mettent ses troupes en déroute. Manco Inca et ses derniers fidèles sont contraints d'abandonner la capitale. Ils se replient au cœur des montagnes de la cordillère des Andes, dans une région baptisée Vilcabamba, qui va devenir le dernier bastion de la résistance Inca. Dans la jungle des montagnes, les résistants incas échappent aux conquistadors qui sont à leur poursuite. Ils détruisent des ponts derrière eux, se cachent dans les forêts quand les envahisseurs s'approchent de leur ville. Ils remportent même quelques batailles avant de s'échapper à nouveau. Les conquistadors n'ont jamais réussi à atteindre leur nouvelle capitale inca, Vilcabamba, car ils n'ont jamais découvert son emplacement précis. Alors que la résistance Inca s'est volatilisée, les colons espagnols réorganisent la ville de Cusco. Les conquistadors reçoivent le droit d'exploiter le travail des Incas et ont également reçu une nouvelle mission de la part de l'Église catholique, les évangéliser. Certains membres de la noblesse inca reçoivent des titres de noblesse espagnole et se convertissent au christianisme. Au fil des générations, cette noblesse inca finit par se fondre dans la noblesse espagnole. Les femmes, en revanche, sont totalement mises de côté. Dans la société inca, elles pouvaient occuper de hautes positions politiques, religieuses ou encore militaires. Mais c'était moins le cas dans les sociétés européennes de l'époque. Alors même si certaines ont été d'importantes alliées pour les Espagnols, elles sont complètement laissées pour compte dans la nouvelle attribution des pouvoirs. Mais au sein des conquistadors, les conflits se multiplient. Le partage des richesses incas et du pouvoir exercé sur les territoires conquis va transformer la région en véritable poudrière. En 1541, Francisco Pizarro est même assassiné par des anciens complices. Pour ramener le calme et affirmer sa domination, le roi d'Espagne envoie sur place des troupes qui mettent en déroute les conquistadors tentant de mettre la main sur la région. Et nomme le premier vice-roi du Pérou, Blasco Núñez Vela. Au fil des décennies, certaines alliances se créent même entre les résistants de Vilcabamba et les Espagnols. Les Incas récupèrent des domaines royaux ancestraux et des prêtres espagnols convertissent les nobles Incas qui vivent à Vilcabamba. Mais malgré ça, la couronne espagnole n'arrive pas à ramener Vilcabamba sous son contrôle. Les résistants refusent toujours de se soumettre. Pendant de longues années, les souverains espagnols vont tenter de maintenir le calme dans la région et tolérer l'existence d'une dernière poche de résistance inca cachée dans la cordillère des Andes. Mais cet équilibre fragile va s'effondrer en 1572. À l'époque, Tupac Amaru est devenu Sapa Inca en succédant à son frère un an plus tôt. Et Francisco de Toledo est vice-roi du Pérou.
Francisco de Toledo veut mettre fin à la civilisation inca en l'hispanisant entièrement. Il lance une nouvelle invasion dans la région de Vilcabamba pour se débarrasser définitivement de ce royaume qui lui résiste. Les conquistadors repartent dans les montagnes à la recherche de la fameuse capitale et finissent par trouver Vilcabamba. Mais quand ils arrivent, les Incas ont déserté la ville et y ont mis le feu. Ils espéraient que les conquistadors, sans refuge ni réserve alimentaire, fassent demi-tour. Mais les Espagnols décident au contraire de s'installer dans la ville qui fume encore et ils y resteront le temps de traquer et capturer toute la famille royale, dont le dernier Sapa Inca, Tupac Amaru. Le 24 septembre 1572, Tupac Amaru, le dernier souverain inca, est décapité à Cusco. Après plus de 40 ans de combats acharnés, la prise de Vilcabamba et la mort de Tupac Amaru marquent la fin définitive de la civilisation inca. Les conquistadors ont exhibé Tupac Amaru à travers la ville et l'ont décapité en public. Le vice-roi, Francisco de Toledo, était présent le jour de l'exécution. Ce fut un symbole aussi fort que traumatisant, marquant la fin de la dynastie Inca. Du début à la fin, la conquête espagnole du Pérou aura été marquée par une violence impitoyable. Débarrassés de la dernière poche de résistance inca, les colons espagnols vont délaisser rapidement les montagnes au profit de leur nouvelle ville. Pendant les décennies suivantes, ils vont continuer d'hispaniser les cultures précolombiennes et piller de plus en plus de richesses, avec un objectif principal, récupérer l'or des Incas. Le précieux métal enrichit les colons qui reversent une partie de leur butin à la monarchie espagnole. L'Espagne connaît alors ce que l'on va baptiser le siècle d'or. Une période de rayonnement culturel et de puissance économique accompagnée d'une immense ferveur catholique. Dans les plus grandes villes du pays, une partie de l'or des Incas est utilisée pour embellir les lieux de culte. La cathédrale de Séville se couvre d'or et se dote d'un autel unique, considéré encore aujourd'hui comme le plus grand et le plus somptueux de toute la chrétienté. Les colons espagnols ont définitivement mis la main sur la région et comptent bien l'exploiter pour en tirer le maximum de profit, sans aucune considération pour les peuples qui composaient l'empire disparu des Incas. Dans les fermes et dans les mines, ils exploitent les peuples locaux dans des conditions de travail terribles. Et comme si ça ne suffisait pas, des épidémies de maladies européennes font des ravages. S'ajoutent aussi de grandes famines qui déciment les populations les plus pauvres. Là où les Incas avaient l'habitude de redistribuer la nourriture, les Espagnols ont privatisé tous les champs et ne redistribuent rien. Pour toutes ces raisons, on estime qu'après la conquête, environ 90% de la population Inca a été anéantie. Au fil du temps, les villes et les infrastructures précolombiennes sont abandonnées et les paysages de la cordillère des Andes se transforment. Peu à peu, la nature reprend ses droits sur les ruines des cités prestigieuses. Dans les montagnes, les hauts sommets autrefois irrigués par les barrages et les canalisations et les terrasses façonnées par les Incas sont laissés à l'abandon. Quant aux ruines de Vilcabamba, le dernier bastion de la résistance Inca, elles vont progressivement être recouvertes par la jungle et tomber dans l'oubli. Au début du XXe siècle, Hiram Bingham, un explorateur américain, se rend au Pérou sur les traces de la civilisation Inca. À cette époque, Vilcabamba, dernière capitale du royaume, est convoitée par les chercheurs de trésors
qui rêvent encore d'y trouver de l'or 4 siècles après leurs prédécesseurs conquistadors. À cette époque, on ignorait où se situait Vilcabamba. Les chroniqueurs n'indiquaient qu'une région, mais elle était très isolée et la végétation avait tout recouvert. Mais Hiram Bingham constitue une équipe d'archéologues et lance une expédition pour la trouver. Parti de Cusco, Hiram Bingham s'enfonce dans la jungle sur les pas des derniers résistants incas. Il rencontre des fermiers locaux qui lui indiquent l'existence de ruines inconnues des Occidentaux, situées tout en haut d'une crête montagneuse. L'explorateur américain vient de redécouvrir le Machu Picchu. Le site est en partie recouvert de végétation, mais il est époustouflant. Hiram Bingham est sidéré par sa taille, par sa monumentalité et par la beauté de son architecture. De ces énormes murs aux pierres si finement taillées et assemblées, tout est magnifique. Des gens étaient passés par là depuis l'époque inca, des fermiers locaux et même des aventuriers. Mais personne n'avait jamais correctement documenté ou étudié ce site avant lui. Il a fait l'une des découvertes archéologiques les plus importantes d'Amérique du Sud. Après cette première découverte d'envergure, Hiram Bingham continue son exploration de la zone. Sur sa route, des habitants lui indiquent l'existence d'autres ruines situées un peu plus loin, dans une vallée baptisée Espiritu Pampa, les esprits de la plaine. Les autochtones lui font découvrir Espiritu Pampa. Il a du mal à réaliser la taille et l'ampleur du site à cause de la végétation. Mais il observe ici aussi des terrasses, des canaux, des places, des routes et un long bâtiment rectangulaire. Nous avons suivi un sentier qui mène de la vallée de Pampacona vers un endroit appelé Coche Vidayoc, ou Espiritu Pampa, près duquel nous avons trouvé les ruines de nombreuses maisons bien bâties avec une architecture inca caractéristique. Au cours de son expédition, Hiram Bingham effectue donc 2 découvertes majeures. Le Machu Picchu perché au sommet d'une montagne et les ruines de Espiritu Pampa cachées dans une forêt. À l'époque, l'aventurier hésite. L'un de ces sites pourrait-il être Vilcabamba, la cité perdue qui a servi de dernier refuge aux résistants incas? Au début, il se demande si Espiritu Pampa pourrait être Vilcabamba. Mais il finit par se dire que c'est le Machu Picchu qui devrait être Vilcabamba, la cité inca disparue. Son hypothèse n'est pas fondée sur des preuves, mais plutôt sur son admiration pour le site. Pendant des décennies, aucun historien ne remet en cause sa théorie, sans doute parce qu'aucun endroit n'est aussi majestueux que le Machu Picchu. Hiram Bingham est encore considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands explorateurs de l'histoire. On dit même que c'est lui qui a inspiré à George Lucas le personnage d'Indiana Jones. Mais aucune preuve ne permettra de valider son hypothèse selon laquelle le site du Machu Picchu est bien Vilcabamba, le dernier refuge des Incas. Il faudra attendre 50 ans après sa découverte pour que Gene Savoy, un autre explorateur américain inspiré par Hiram Bingham et intrigué par les ruines découvertes par son prédécesseur, décide de mener sa propre enquête dans la région. En suivant les traces de Hiram Bingham, Gene Savoy s'enfonce à son tour dans la jungle pour trouver les ruines d'Espiritu Pampa. Il emploie des locaux pour défricher le site et il réalise qu'il est bien plus grand qu'on ne le pensait. À son retour d'expédition, Gene Savoy envoie aussitôt un rapport à Lima. Son compte-rendu ne laisse place à aucun doute. Selon lui, Hiram Bingham s'est trompé. Vilcabamba se situerait dans la vallée de Espiritu Pampa et non pas sur le Machu Picchu. À mon avis, le site peut être considéré comme Vilcabamba Grande, le dernier refuge de Manco Inca et de ses 3 fils. Les preuves, par exemple, la vaste zone de ruines couvrant plusieurs kilomètres carrés, 4 au minimum et 10 au maximum, révélant l'architecture et l'artisanat inca, l'abondance de la poterie inca,
les artefacts coloniaux espagnols, comme un fer à cheval et des tuiles de type colonial, la corrélation entre l'influence inca et espagnole. Et par-dessus tout, sa localisation dans la montagne. Tout cela m'indique un site archéologique unique et inégalé dans tout le Pérou. Il faudra encore plusieurs années de recherche après la mission archéologique de Jean Savoy pour prouver que son intuition sur la localisation réelle de la cité perdue des Incas est la bonne. Et c'est l'historien John Hemming, auteur d'un ouvrage de référence intitulé « La conquête des Incas », qui va réussir à conclure l'enquête. John Hemming fait des recherches très approfondies sur les chroniques des conquistadors. Il trouve même de nouvelles archives jamais étudiées par les historiens avant lui. Il compile des données sur l'altitude de Vilcabamba, son architecture, sur les tuiles espagnoles qu'on est censé y trouver, sur la distance avec un autre site archéologique connu. Et contrairement au Machu Picchu, tout correspond à Espiritu Pampa. Après la conquête espagnole, les derniers résistants incas se sont donc bien réfugiés dans la région de Espiritu Pampa. La vallée finira par reprendre son nom d'origine, Vilcabamba, le dernier bastion des Incas. Aujourd'hui, les touristes les plus déterminés peuvent s'aventurer à travers l'épaisse forêt qui recouvre la zone et parvenir, après plusieurs jours de marche, aux ruines vieilles de près de 5 siècles, symbole de la fin d'une civilisation qui a tenté de résister pendant 40 ans à son envahisseur. Un destin très loin des premières théories, affirmant qu'il n'aurait suffi que de 200 hommes et d'une seule journée de combat pour entraîner la chute de tout un empire. Aujourd'hui, on a un nouveau regard sur l'invasion espagnole et la chute de l'Empire Inca. On est très loin de cette victoire rapide et miraculeuse à laquelle tout le monde croyait au départ. Il s'agit d'une conquête longue et pleine d'incertitudes, pendant laquelle deux visions du monde complètement différentes se sont confrontées pour asseoir leur domination. La chute de leur civilisation est loin de se résumer aux événements d'une seule journée, mais plutôt à 40 années de combats sanglants, de négociations, d'alliances, mais surtout de trahison. Aujourd'hui, les constructions incas font partie des lieux les plus visités d'Amérique du Sud. Et les archéologues continuent de mettre au jour de nouvelles infrastructures qui auraient été bâties au cours de leur règne. Mais le destin des Incas restera à jamais associé à la conquête menée par les conquistadors espagnols qui ont annihilé sans pitié, à peine 80 ans après leur arrivée en Amérique, l'une des civilisations les plus prestigieuses de l'histoire.